Nous poursuivons sur la rédaction des statuts. Nous avons vu les apports. Voyons le capital social. Capital social, montant et répartition du capital, puisqu'après on verra les catégories d'actions, les limites aux actions de préférence, vive les actions de préférence, et on verra qu'il n'y a pas de limite aux préférences sur les actions de préférence. Et les actions de préférence, on dira les ADP, et la procédure des avantages particuliers, la PAP, la procédure aux avantages particuliers, qui est technique, mais qui va intéresser les experts comptables, les commissaires aux comptes, et quelques exemples de statuts. Montant et répartition du capital. On n'a pas de capital minimum imposé pour la SAS, au même titre que la SARL. Il doit être simplement intégralement souscrit et attribué en totalité aux fondateurs, aux apporteurs, donc dès le départ. Alors, un exemple de clause, le capital social est fixé à la somme 2. Il est divisé en temps d'actions, numéroté de temps à temps, chacune attribuée de la manière suivante. Et je peux faire, ce n'est pas une obligation, je peux inscrire dans les statuts la répartition et la numérotation des actions, mais si des personnes veulent plus de confidentialité, il n'y a pas de nécessité à marquer la répartition. La répartition, elle figurera au registre des actionnaires, en tout état de cause. Mais si le client n'y voit pas d'inconvénient, on n'a rien à cacher. Et voilà, quoi, ça facilite à tout le monde, ça facilite aussi la réponse. Il n'y a pas de réponse à apporter à l'administration fiscale sur la répartition des actions. Et j'invite toujours à numéroter les actions. Alors la numérotation des actions, mais avant la numérotation des actions, voyons le montant du capital. Je suis un adepte du capital faible. Alors, on va penser que le rachat d'actions va toujours permettre de réduire le montant du capital. Mais un capital fort, pour moi, présente beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Alors pour les avantages du capital fort, ça pour les banques, pour les créanciers, c'est que bénéf. Il peut augmenter l'augmentation, le potentiel d'endettement, la capacité d'endettement, et s'il faut choisir, mais je n'ai pas forcément intérêt de choisir, parce que s'il faut choisir entre un capital fort et un compte courant d'associés, je préfère le capital fort. Mais il n'y a pas que ces deux alternatives. J'ai une préférence, moi, pour le report à nouveau, par exemple. Et je vais préciser dans les statuts que le report à nouveau n'a pas le caractère de réserve. Parce qu'en cas de démembrement, on sait que le dividende versé sur les réserves revient au nu propriétaire, mes enfants. Donc j'explique que bon, je préfère un report à nouveau qu'un capital. Alors, le capital fort présente l'avantage d'augmenter la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Alors, il y en a qui vont me dire, mais vous êtes fou, vous allez augmenter la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Oui, mais si j'ai un pacte Dutreil, je vais appliquer le Dutreil sur la valeur, notamment de ce capital-là. Et le pacte Dutreil, donc de pratiquer un abattement de 75% de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Je ne peux pas appliquer un abattement Dutreil sur le montant d'un compte courant d'associé. Bon. Mais je vais préférer, plutôt qu'un capital fort, le report à nouveau. Là, on va avoir l'application de l'abattement Dutreil et je ne vais pas avoir les inconvénients du capital fort. Pourquoi? Parce que le capital fort présente des inconvénients particulièrement lourds. Un, j'immobilise mes capitaux non productifs d'intérêt. Quel est le projet du chef d'entreprise? Si le chef d'entreprise, c'est de profiter de la vie, enfin profiter de la vie, ben ouais, mais ça y est, mes fonds sont bloqués dans le capital. Alors certes, vous savez, une fois qu'on rentre dans un système, c'est toujours difficile d'en sortir. Aujourd'hui, on connaît les conditions fiscales d'une réduction de capital. Qu'en sera-t-il demain? Donc je préfère toujours, à chaque fois, dans l'organisation générale de l'entreprise, où est le cash? Où sont les liquidités?
et à quel coût sont-elles mobilisables pour réaliser un projet à caractère privé? C'est ça l'intérêt. Sinon, si c'est pour mourir riche, évidemment, autant laisser la trésorerie. Et méfiez-vous aussi de la trésorerie dite pléthorique au sein de l'entreprise. Pléthorique, c'est-à-dire que pour laquelle l'administration fiscale pourrait considérer que l'excédent de trésorerie ne serait pas utile au développement de l'entreprise. À ce moment-là, elle est susceptible de remettre en cause certains avantages, notamment l'impact du travail. Si la trésorerie n'est pas nécessaire, elle va remettre en cause éventuellement l'avantage du travail sur l'ensemble de la société. L'inconvénient du capital fort, donc il est créateur de richesse, donc de trésorerie, le capital fort augmente la réserve légale, donc 10%, 10% d'un milliard, c'est quand même plus de 10% de 1. Il y a une baisse, un amoindrissement de la rentabilité financière, c'est-à-dire la rentabilité nette comptable sur le montant des capitaux propres à apporter, ça forcément. Ça entraîne une plus grande dilution en fait de bénéfices, puisqu'il y a un plus grand nombre de personnes qui est susceptible de réclamer le droit aux dividendes. Les augmentations et les réductions sont soumises à l'accord des associés. C'est une dette également de dernier rang. Donc Et les dividendes ne sont pas déductibles du résultat, alors que les intérêts de l'emprunt ou des comptes courants, eux, sont déductibles du résultat. Mais je me méfie des comptes courants. Je me méfie des comptes courants, pourquoi? Parce que quand même, on a vu que, pas toujours, mais souvent, le domaine de prédilection de la SAS, on l'a vu, c'est la transmission. Je donne, je garde, et la donation efface les plus... Non, je plaisante. Mais je donne le plus tôt possible, non pas, bien sûr, pour des considérations fiscales. Pourquoi? Parce que, mais pas seulement, c'est en termes de gouvernance, pour préserver la gouvernance, pour préserver le caractère familial de l'entreprise. Pourquoi mettre les enfants plutôt à part les droits de mutation à titre gratuit? C'est pour des responsabilités, pour les éduquer dès le plus jeune âge. Vous voyez, s'ils sont là depuis leur naissance dans l'entreprise, vous voyez bien qu'ils ont bien plus de chances d'attraper et de s'appréhender la culture de l'entreprise que s'ils n'y sont pas et puis qu'on fasse la transmission une fois qu'ils ont fait leurs études supérieures. Ils ont peut-être choisi un autre métier d'ailleurs, parce qu'ils disent je ne suis pas dans l'entreprise, mes parents, en fait, ils veulent vendre. Enfin, et comme il y a beaucoup de non-dits, en fait, ils mènent leur propre vie ensuite. Donc leur envie d'entreprendre s'éloigne avec le temps. Alors que si j'ai mes enfants dès le plus jeune âge au sein du capital de l'entreprise, et d'ailleurs ils sont chez moi, majoritaires en capital, mais minoritaires, bien sûr, vous l'avez compris, en droit de vote, surtout s'ils sont mineurs. Et j'ai écarté tous les yens qui pouvaient rôder autour, notamment le juge. Eh bien, vous voyez bien que... et j'emmène les enfants, une fois qu'ils ont... Vous savez, ils font les stages à l'école, dans les entreprises, je les emmène, ils font le tour des salariés, les salariés les connaissent. Et à un moment donné, s'il y en a un qui reprennent, l'intégration du repreneur sera bien plus facilitée s'il était là dès le départ. Et je l'associe également aux assemblées, par exemple. Je leur explique. C'est un sujet de conversation. Sinon, si on s'y prend trop tard, trop tard. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour des parents qui ont déjà un patrimoine constitué que de transmettre, que des enfants, pas de transmettre parce qu'ils disent ils font ce qu'ils veulent maintenant les enfants, mais que les enfants ont l'envie de suivre leur exemple et de reprendre l'entreprise pour développer l'activité comme ils le sentent, comme ils l'entendent. L'intérêt, c'est que le chef d'entreprise, après, il laisse la responsabilité. Moi, je fais de sorte que s'il veut, il veut tout garder, mais l'idée ensuite, c'est pas de tout garder, c'est véritablement opérer une véritable transmission s'il considère que les conditions sont réunies. Voilà. Donc le capital fort, je trouve ça moyen. Deuxième chose, ce à quoi j'invite systématiquement, c'est de numéroter les actions, notamment pour le suivi des titres, surtout si j'ai un engagement de conservation de ces titres à l'égard de l'administration fiscale. Il va falloir apporter la preuve que j'ai bien conservé les titres. Et quels titres?
Et aussi, toujours aussi pour des raisons fiscales, pour le calcul de la durée de détention. Souvent, hein, on a des exonérations partielles pour durée de détention. Bah ouais, mais si je n'ai pas numéroté les titres, ça sera le prix d'achat moyen. Bah ouais, mais fiscalement, ce n'est pas forcément bon. Alors que si je numérotais les actions, bah, je pourrais vendre les plus anciennes, qui bénéficient de l'exonération la plus forte. Alors, il est vrai qu'on m'oppose à mes formations que, ouais, mais attendez, les actions, c'est impossible de les numéroter, d'une part, parce que c'est contraire au principe de fongibilité, et deux, de dématérialisation des actions. Bah, voilà, donc j'ai trois arguments pour combattre cet avis. Bon, les actions numérotées sont totalement fongibles, c'est-à-dire qu'elles gardent les caractéristiques, leurs caractéristiques restent inchangées, simplement elles ont un numéro, donc elles sont fongibles, elles ne changent pas. Et puis les actions numérotées sont complètement dématérialisées au même titre que les parts sociales. Les parts sociales, on dit ah les parts sociales on peut les numéroter, les actions on ne peut pas. Parce que les parts sociales, elles sont bien dématérialisées. On n'a pas un papier avec, qui représente les parts sociales. Donc elles sont totalement dématérialisées au même titre que les actions. Et troisième argument, c'est la jurisprudence constante. Aucune jurisprudence n'interdit la numérotation des actions, elle l'autorise. Et ça, c'est une jurisprudence constante. Hein. Donc, il faut arrêter, quoi. Enfin, bon. Voilà pour apprendre. Capital variable. Alors, c'est vrai qu'on peut, contrairement à la société anonyme, introduire un capital variable. Ça facilite l'entrée et la sortie des actionnaires. On n'est pas obligé de procéder pas une assemblée, hein. Une augmentation de capital, ce n'est pas forcément une assemblée, puisque l'augmentation de capital, sauf si elle entraîne un accroissement des engagements d'un actionnaire. Alors c'est vrai que si j'augmente la valeur nominale d'une action, ça augmente les engagements, et donc là, il faudra l'accord de l'actionnaire. Mais si j'ai fait une augmentation par élévation du nombre de titres, ça ne constitue pas un accroissement des engagements, donc il ne faudra pas l'accord des autres. Bon, il faut regarder entre les deux, mais attention, pourquoi? Parce que quelquefois, il vaut mieux augmenter la valeur nominale des titres. Pourquoi? Parce que je n'émets pas de nouveaux titres, donc je conserve l'antériorité, l'ancienneté de l'acquisition de l'action. Évidemment, si je porte le nominal de 10 à 100, ouais, mais je l'acquis il y a 10 ans, vous voyez que toutes les actions sont détenues depuis 10 ans. Si j'émets de nouvelles actions, le délai de détention va être nul. Donc, il faut regarder. Ça dépend. Donc, voici les modalités du capital variable. J'en ai jamais fait du capital variable. Pourquoi? Parce que, justement, c'est tellement... Moi, j'aime bien faire des statuts quand c'est souple pour le fondateur, pour que le fondateur ait tous les pouvoirs. Alors qu'un capital variable, il ne maîtrise pas l'entrée et la sortie du capital. Deuxième partie du capital social, on vient de voir le montant et la répartition du capital. Vive le capital faible et vive la numérotation des actions. Passons maintenant aux catégories d'actions avec les droits particuliers, les actions de préférence. Un de mes chouchous du Code de commerce, L228-11 du Code de commerce. Voilà. Mais il va falloir anticiper tout ça pour créer les actions de préférence au moment de la constitution de la société, parce qu'après, ça va être plus difficile. Plus difficile, plus coûteux, parce qu'on va avoir la procédure des avantages particuliers, la plupart du temps. Puis, je vous dirais que la procédure des avantages particuliers, quelle foutaise. Enfin, bref, encore du lobby, hein. Bon, c'est pas grave. Alors, voici le L228-11. Lors de la Constitution ou au cours de la société, il peut être créé des actions de préférence assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou à titre permanent. Ces droits sont définis par les statuts, dans le respect des articles, tatati tatata. On va voir ce que c'est que le respect des articles, tatati tatata. Si, c'est la possibilité de plafonnement possible du droit de vote. Et le L228-11 continue, il peut être aménagé pour une durée déterminée ou déterminable, il peut être suspendu, et je prévois tout ça. Alors, il va falloir expliquer les raisons de l'aménagement ou de la suspension pour une durée déterminée ou indéterminée.
dès lors qu'il est déterminable. Il peut être déterminable dès lors qu'il est lié à ma durée de vie, par exemple, parce qu'il y a une certitude, c'est que je vais mourir. Bon. Et le L228.11 poursuit, les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent pas représenter plus de la moitié du capital social pour les sociétés non cotées. Non. Du quart pour les sociétés cotées, mais on a vu qu'une SAS n'a pas de cotée, donc il s'agit plutôt pour les actions de préférence de sociétés anonymes, qui peuvent être cotées. Voilà. Et les actions de préférence, eh bien, il est attaché à un droit limité de participation aux dividendes, bref, sauf stipulation contraire, et sauf clause contraire, le droit préférentiel de souscription est proportionnel au nombre d'actions, sauf clause contraire. Le droit préférentiel de souscription, je le traite plutôt dans le formation, augmentation, réduction de capital. Donc ici, on verra si je vous indique la clause relative au droit préférentiel de souscription, c'est pas sûr. On verra tout à l'heure. Alors, une remarque ici, les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent pas représenter plus de la moitié du capital social. Dans ma pratique, je ne retire jamais le droit de vote d'une catégorie d'actions. Alors vous voyez, on va créer des catégories d'actions et on va assortir à chaque catégorie d'actions des droits de préférence. Des préférences, soit en droit de vote, les deux principales catégories, soit en droit financier. Le droit financier, c'est le dividende et le boni ou le mali de liquidation à la sortie. Il faut toujours y penser, celui-là, parce que la sortie, ça peut faire une sacrée tirelire. Quand on prononce la dissolution anticipée de la société, par exemple, pour récupérer le cash. Bon. Alors, je ne prive jamais une catégorie d'action ou une action du droit de vote. Chez moi, tout le monde vote, mais je vote plus que vous. Puis, vous vous souvenez, hein, d'abord, il n'y a que les assemblées sont sollicitées uniquement pour les décisions collectives légales, je rappelle, l'approbation des comptes, l'annulation du CAC sur les avantages particuliers, les fusions. Toutes les autres décisions, je peux les soumettre à la majorité des droits de vote et non pas à la collectivité des associés. Et comme la majorité des droits de vote, c'est moi seul qui les détiens, je suis seul à prendre des décisions sans avoir à consulter les autres associés ou à les convoquer. Et au-dessus, je peux aussi, on a vu la hiérarchie des décisions, je peux accorder des droits particuliers, notamment le droit de vote, le droit financier, j'ai d'autres solutions, mais le droit de vote à une catégorie d'actionnaires, je pense les fondateurs, et on verra que quand je désigne les fondateurs, la catégorie des fondateurs, ce n'est pas considéré comme un avantage particulier, parce qu'un avantage particulier, c'est un avantage particulier accordé à une personne nommément désignée. Donc c'est pas à Henri Royal, c'est à la catégorie des fondateurs. Ça fait rien, je suis seul fondateur, je dis pas rien. Enfin, voilà, donc je suis plus soumis à la procédure aux avantages particuliers, qui est une grosse farce. Bon, je suis provocateur, n'oubliez pas, mais quand même. Voilà. Et je vais renforcer les pouvoirs du président. Donc je vais dire que les pouvoirs qui excèdent les décisions qui excèdent les pouvoirs du président sont prises à la majorité des droits de vote. À la majorité des droits de vote, et non pas à l'unanimité, bien sûr. L'unanimité, à chaque fois, il faut le bannir, sauf certaines décisions. Et des droits de vote, et non pas des actionnaires, évidemment. Et je vais attribuer au président des actions de préférence particulières, avec un droit de vote renforcé. Parce qu'on a vu que le nombre de droits de vote attachés à une catégorie d'actions peut être librement fixé. Librement fixé. On verra, quand on va aborder les limites aux actions de préférence, on verra qu'il n'y a pas de limite aux actions de préférence, mais que la plupart, quelquefois, quand je vois des personnes qui vous disent « Ouais, là, ça c'est souple, le droit de vote, on va aménager un droit de vote », qu'est-ce que je vois? Un droit de vote double. Un droit de vote double, c'est nul. Pourquoi? Un droit de vote double, c'est nul. Pourquoi? Parce que même si... et puis je vois dedans les AGO, les AGE. L'AGO, la moitié, et puis les AGE, les 2 tiers. Bon, et puis si j'ai un droit de vote double,
ça, le droit de vote, c'est les habitudes, parce que les actions permettaient, à un moment donné, un droit de vote double pour les actions nominatives depuis au moins 2 ans. Donc, c'est fini cette histoire-là. On peut mettre des actions de préférence, il n'y a plus de limite maintenant des actions de préférence aux sociétés anonymes, mais c'est limiter les pouvoirs. Non. Et on me dit, alors, quelquefois, j'ai jusque 10 000 droits de vote pour une catégorie d'actions. Je ne crois pas que je suis allé au-delà de 10 000. Non, j'ai dû mettre 10 000. 10 000 droits de vote. Et on me dit, M. Rial, l'abus de majorité. Ouais, mais non, je ne remplis pas. On verra, on va voir que je ne remplis pas les conditions d'un abus de majorité. Donc pourquoi double Donc il n'y a pas de limite. Voilà. Les 2 limites, c'est éventuellement l'abus de majorité, la prohibition des pactes sur succession future, la prohibition des clauses léonines, voilà, et la prohibition des clauses purement potestatives qui ne dépendent de la volonté que d'une seule personne. On verra ça tout à l'heure. Concernant la nature des préférences, on distingue essentiellement 2 grandes catégories. Bon, il y en a d'autres, le droit d'information privilégié, mais on distingue les droits, j'aime pas beaucoup ce terme, les droits pécuniaires, non pécuniaires. Alors les droits non pécuniaires, les droits non financiers, ouais, d'ailleurs, c'est amusant, le L228-11 qui, je rappelle, décrit les actions de préférence, d'ailleurs sur le chapitre actions de préférence, ce n'est pas un chapitre dans le Code du commerce spécifique à la SAS ou aux sociétés anonymes, c'est un chapitre actions de préférence, qui maintenant, les actions de préférence sont ouvertes aux sociétés anonymes. Mais je rappelle que les sociétés anonymes, les contraintes des AGO, des AGE, la gouvernance est quand même très compliquée. La SAS, c'est la liberté. Alors, les droits de vote, donc pour les droits non pécuniaires, le droit de vote prioritaire, j'aime pas le droit de vote prioritaire parce que ça fait référence aux anciennes catégories d'actions, non, c'est les droits de vote multiples. Donc, tiens, mes actions de catégorie A, bon, eh bien, 10 000 droits de vote pour chaque action. B, 1000 droits de vote. Et je vais prévoir les successions, les générations futures. Ma génération, je leur donne 1000 droits de vote, puis on va voir, on a vu dans un exemple précédent que je peux avoir 2 enfants, un repreneur et un non-repreneur. Je veux leur assurer par 2 catégories d'actions différentes, d'ailleurs, la possibilité d'avantager l'un, notamment par des droits de vote. Ils vont avoir les mêmes droits financiers, je veux me respecter une égalité en droits financiers. Bon, je peux changer d'avis, donc j'ai prévu également les possibilités de changer, les modifier les préférences. Tout ça, il faut le prévoir. Pourquoi? Parce que sinon, on va être sous la procédure des avantages particuliers. Voilà. Et quelquefois, ça sera impossible de changer, parce qu'il faudra l'unanimité. Donc, à moins que tout ça ait été prévu préalablement dans les statuts. Et on va en parler tout à l'heure. Donc, je peux mettre aussi, dans certaines situations, proposer un droit de veto à mon client. Tout est possible. Voilà. Et je peux aussi émettre un droit de préemption, pas un droit de préemption, pas le droit de préemption urbain, mais un droit de préemption sur les actions de préférence, de rachat. Et je vais préciser aussi que toutes les actions, enfin, ou certaines catégories d'actions sont rachetables, parce que sinon elles ne le sont pas. Donc vous voyez que j'autorise un associé de se retirer, il a des actions B, je décide de lui racheter, moi à titre personnel, par l'intermédiaire de ma holding, eh bien je dis tiens, j'ai mon droit de préemption, elle reste des mêmes catégories. Tout est possible. Ou alors je vais prévoir que la préférence elle tombe, le droit de vote est maintenu, mais que le droit financier, enfin tout est possible. Que veut le client? C'est passionnant parce qu'on fait un métier d'écoute, de psychologie en fait. Droit de représentation, alors, le plus souvent, personne ne peut se faire représenter, sauf décision contraire. Toc. Voilà. Et il faut préciser les modalités de la décision contraire. Délégation de pouvoir et de compétences, oui, ça je vais le faire pour certaines personnes. Délégation de pouvoir et de compétences, notamment au profit du président fondateur, par exemple. Je vais pouvoir, moi seul, déléguer mes pouvoirs et mes compétences en faveur de telle ou telle instance ou telle personne. Je vais pouvoir également, alors j'ai toujours des clauses d'agrément, des clauses d'exclusion, des clauses d'inaliénabilité,
Mais je vais, par exemple, dispenser d'agrément certaines transmissions. Par exemple, plutôt que de là aussi de tenir un procès-verbal de décision unique, puisqu'on a vu que l'agrément, je serai le seul à le décider, je n'aurai pas chez moi à convoquer les autres actionnaires pour modifier les conditions de l'agrément, puisqu'elles auront été prévues dans les statuts. Ah, si vous modifiez éventuellement les statuts, là, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, il faudra parfois l'unanimité ou la participation de tous les actionnaires. Chez moi, non. Je suis le seul. Une chef d'entreprise, c'est le seul qui décide de l'agrément. Donc, je vais même prévoir dans les statuts dispenser d'agrément, par exemple, je vais dispenser d'agrément, donc l'agrément pour l'entrée et la sortie. On a vu qu'on pouvait agréer l'entrée d'un nouvel actionnaire, mais moi, je vais étendre l'agrément à la sortie. Ah non, tu veux sortir, mais il faut que ta sortie soit agréée. Si tu n'es pas agréé, tu ne peux pas sortir. Et là, il doit aller en justice, mais j'ai déjà bloqué tout ça avant. C'est tout l'intérêt d'un capital fixe, vous voyez, je maîtrise. Bon. Et donc, je vais dispenser d'agrément, par exemple, aussi toutes les transmissions de titres d'actions faites à titre gratuit ou à titre onéreux, ou l'un ou l'autre, ou les deux, réalisées par le fondateur. Moi, par exemple, mais les autres cessions à titre gratuit ou à titre onéreux seront soumises à agrément. Et l'agrément, eh bien, la procédure d'agrément, l'accord de l'agrément, il est donné à la majorité des droits de vote, par exemple. Je maîtrise tout le capital, en fait. Tout l'intérêt, c'est de maîtriser le capital. Je peux avoir un droit d'information privilégié renforcé. Mais, je suis président, c'est bon, quoi. Et les droits financiers, les droits pécuniaires, comme on dit. Donc, je peux renforcer mon droit aux dividendes. Donc, j'ai des droits de dividendes. Alors, chez moi, ils sont variables. Chaque exercice, c'est souple, ça. Plutôt que de se figer et d'avoir un droit financier. Pourquoi? Parce que si je suis majoritaire en droit financier, minoritaire en capital, puisque tout l'intérêt, ça a été de transmettre à mes enfants, donc je suis minoritaire en capital, mais majoritaire en droit financier, parce qu'on ne sait jamais, je veux des revenus. Ouais, mais si vous faites tout ça tous les ans, et que vous êtes suffisamment riche pour vous offrir tout ce que vous voulez, vous enrichissez, vous n'avez pas transmis. Et donc, à votre décès, ça fera mal, très mal. Bon. Donc, j'ai peut-être envie, à un moment donné, de voir si le dividende n'a pas intérêt à aller vers d'autres associés. Personnes physiques, bon, évidemment, si mes enfants sont mineurs, je n'ai aucun intérêt à leur verser de l'argent. Ça va leur pourrir la vie. Et ça ne participe pas à leur bonne éducation. Tout ça, j'écris dans les statuts. C'est ridicule de verser un dividende à des enfants mineurs. C'est contraire à l'éducation, à mon principe d'éducation, que de leur inculquer les valeurs de travail. Il y a plein de choses à dire. Donc, quelles sont mes valeurs? Et donc, c'est souple. Ou alors, de le faire remonter sur une holding. Ouais, mais une holding qui ne détient que 5% de l'opérationnel. Oui, mais attention, vous faites une remontée de dividendes au profit de la holding qui ne détient que 5% du capital avec le bénéfice du régime Murphy. C'est l'utilisation abusive du régime Murphy. Oui, vu comme ça, oui, si c'est pour uniquement ne pas payer leur fiscalité sur les dividendes, ouais, ça c'est de l'abus de droit, c'est l'utilisation abusive du régime Murphy. Mais si j'ai la vraie histoire à raconter, et j'en ai plein des histoires à raconter, alors ne me demandez pas, alors donnez-nous des exemples. Les exemples, c'est poser les bonnes questions et écouter. Et ça, à mon avis, alors j'ai une formation, il faudrait que je la fasse sur Internet, que je la délivre, sur la compréhension, justement, sur l'écoute active de chaque personne, du client. Et donc, je vais pouvoir minorer ou majorer les droits financiers. Je vais devoir inscrire pour chaque catégorie d'action si la catégorie est rachetable ou pas. Oui. Qu'en est-il du droit préférentiel de souscription? Prévoir, même si c'est jamais fait maintenant, la pratique de l'amortissement ne présente pas d'intérêt aujourd'hui, mais je prévois la possibilité d'amortir le capital. Ça peut être intéressant
à l'égard, à l'encontre des créanciers, on va dire ça comme ça. Je vais pouvoir réserver des tranches d'augmentation de capital. Je vais pouvoir rembourser prioritairement le nominal des actions. Je vais pouvoir prévoir pour certaines catégories d'actions une prime de rachat. Alors, vous voyez bien que le principe d'égalité des actionnaires, ça n'existe pas. Parce que si je prévois que ma catégorie d'actions est rachetable et j'ai prévu dans les statuts les modalités du calcul de la prime de rachat, il faut tout ça que ce soit écrit. Je ne peux pas fixer la valeur d'une prime de rachat, mais je veux prévoir les modalités du calcul de la prime de rachat. Vous voyez bien que c'est forcément au détriment des autres catégories d'actions. Vous voyez bien que si je me favorise, c'est forcément au détriment des autres actionnaires. Ah, but majorité. Non, c'est la prime de rachat, c'est expressément prévu par le Code de commerce. C'est pas moi qui l'invente quand même. La répartition inégalitaire du dividende. Alors, c'est vrai que je vais prévoir un capital qui ne soit pas... Le Code civil, hein. Sauf clause contraire, la répartition des bénéfices, la proportion du capital social, le tout sauf clause contraire. Ça, c'est la disposition du Code civil, disposition générale. Mais on a le L128-11 qui renforce la possibilité d'inscrire des préférences. Donc, un dividende renforcé par rapport à la proportionnalité du capital. Je vais devoir, attention, au devoir, hein, on ne doit rien du tout, mais j'ai tout intérêt à prévoir la modalité du paiement d'un dividende. Si je ne le mets pas, c'est forcément en espèces. Voilà. Alors que j'ai tout intérêt à prévoir la possibilité de rémunérer par des titres de la société. Alors, il peut y avoir une augmentation de capital, c'est pas grave. Ça peut être très intéressant je pense à une stratégie là, dont je vous fais part maintenant. Alors, j'ai un enfant repreneur et un enfant non repreneur, par exemple. Alors j'ai ma SAS ici. Bon. Alors, le repreneur, forcément repreneur, pour racheter des titres, la seule solution, c'est la holding. Parce que si je ne crée pas de holding, il va falloir qu'il achète. Alors ici, c'est l'enfant repreneur et l'enfant minoritaire qui va vendre ses titres. Bon. Vous voyez que au plan civil, toujours, hein, le plan civil doit aller en amont de toutes ces réflexions-là. Mes deux enfants j'en ai deux, sont les héritiers réservataires. Donc, et je veux respecter une égalité entre eux au niveau de la valeur patrimoniale. Je veux qu'ils se retrouvent, et je n'ai pas la solution, je n'ai pas d'autre patrimoine à donner. L'entreprise est le seul patrimoine dont je dispose. Ils ont droit à leur réserve qui est de 1/3 chacun en présence de deux enfants, la quotité disponible étant de 1/3. Et la quotité disponible, eh bien, je la réserve à mon conjoint. Toc. Ah oui, sinon, toujours réfléchir, hein, le conjoint, quelle est sa place dans l'affaire? Ici, on suppose que le conjoint ne travaille pas dans l'entreprise. Ben, donc ici, je prévois des distributions. Alors, il a ici la holding. Alors, il faut toujours que le repreneur il soit en direct ici, hein, actionnaire en direct, mais je fais abstraction de ce truc. Il est ici associé d'une holding. Bien. Qui détient des catégories d'actions A, et lui, le non-repreneur, des actions B. Eh bien, j'ai dit que je veux respecter une égalité, je dis que le droit financier, il est de 10 pour chacun, action A et action B, pour chaque action. Certes, mais je prévois que, quand même, à un moment donné, vous voyez que le repreneur, il n'a pas envie de travailler pour son frère ou pour sa sœur, le sleeping partner. On a prévu la possibilité, dans les statuts, tout ça c'est écrit, dans les statuts, on a prévu que le repreneur ait la possibilité d'ailleurs de racheter les actions de son frère ou de sa sœur qui n'a pas vocation à travailler dans l'entreprise. Non? Eh bien, vous voyez que si l'entreprise vaut 100, quand même, j'ai donné la SAS 50-50, 50 des titres sont détenus par ici le repreneur et sa holding, et 50 est détenu par le non-repreneur. Bon, à un moment donné, vous voyez bien que la holding va servir à racheter la participation du non-repreneur, mais il faut débourser quand même 50.
Et s'il a travaillé et que l'entreprise ne vaut plus 100, elle vaut 200, ben ça va être 100 à décaisser. Non. Ben ça fait cher. Donc j'ai tout intérêt, en prévoyant le paiement du dividende en nature, par exemple, donc par la remise des titres, je vais pouvoir augmenter la participation ici de l'enfant repreneur par une distribution en titres. Et là, par une distribution éventuellement en espèces. D'ailleurs, est-ce que je n'ai pas intérêt, dans certaines situations, ça c'est le client qui décide, mais que celui qui reprend, il ne peut pas tout de suite payer, il n'a pas la possibilité financière de payer tout de suite la somme à son frère, qui n'y est pour rien dans le développement de l'entreprise. Tout le développement de l'entreprise, c'est lui. Et on n'a pas envie que donner peut-être l'impression, et c'est plus qu'une impression, de travailler pour le sleeping partner. Donc pourquoi assurer ici un dividende égalitaire? Le dividende, il peut être inégalitaire, il peut même y avoir une absence de dividende. Alors, évitons toujours l'absence, 1 c'est pas 0, mais on va mettre 1 euro par action qu'il détient, de telle sorte qu'il ne s'enrichisse pas au détriment de son frère, mais on lui a assuré que le prix de rachat sera bien à 50 par exemple. Et même si la valeur baisse, si par malchance les 50 deviennent 25, eh bien on lui aura assuré de lui racheter 50 au lieu de 25. Et je peux ici très bien décider de faire remonter l'intégralité du dividende, ou toute partie, ça dépend parce qu'il n'a pas forcément besoin de trésorerie, mais vous voyez qu'on va diluer la participation de l'enfant minoritaire, et donc il va pouvoir facilement, la holding, peut-être par l'emprunt, ou aussi par les liquidités qui seront remontées, parce que s'il y en a un parti en nature qui remonte et en liquidité, forcément, on va soulager l'effort financier de repreneurs pour racheter les titres des actions donc de la SAS pour les racheter à son frère ou à sa sœur. Donc c'est tout bonheur. Et là, c'est vraiment une solution qui assure la pérennité de l'entreprise familiale. Il n'y a rien de fiscal. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, tiens, ouais, mais la holding, elle ne détient que 5% avec le régime Murphy, vous lui faites remonter 100% des dividendes. Ouais, mais j'expliquais, non, que c'est la condition de pouvoir racheter la participation. Donc ces liquidités sont essentielles à la survie, à la pérennité de l'entreprise. Donc vous voyez, j'ai l'histoire vraie ici, j'en ai plein d'autres, ça dépend des circonstances. Mais dans ce cas particulier, je peux expliquer la distribution inégalitaire du dividende de la SAS au profit de la holding du repreneur pour racheter la participation de son frère, du minoritaire, enfin du non-repreneur, plus exactement. Donc, il y a plein de possibilités et il faut suffisamment, au moment de la rédaction des statuts, tout prévoir. Parce que si on n'a pas prévu des dispositions, elles risquent de ne pas s'appliquer ou alors de nécessiter l'accord unanime. Et le minoritaire, il peut « Ah, t'étais le chouchou c'est toi qui étais choisi par papa et par maman pour reprendre l'entreprise. Moi, je pensais que j'étais plus capable que toi. C'est quoi là? Tu vas me le payer et tu vas me le payer très cher. Ouais, bon. Tant pis, je vais perdre, tu vas perdre, mais tu vas perdre, c'est ce qui compte. » Et comme on l'a vu, l'argent est le moyen de faire payer l'autre, alors que quand moi j'enseigne que le patrimoine doit être au service des valeurs, au service des projets, ici, le patrimoine, il est au service de la destruction. Donc il faut blinder pour écarter tous les yens possibles. Donc tout est possible, mais voilà, il faut prévoir. Alors, on peut, je ne fais jamais, prévoir le versement d'un premier dividende, d'un dividende prioritaire, cumulatif, progressif. Ouais, alors ça c'est la littérature. Alors, dans la pratique, j'ai mes actions de préférence variables, donc j'ai tout réglé de l'avant. Mais si vous voulez augmenter la facturation du conseil, non je plaisante, introduisez dans les statuts des dividendes prioritaires, cumulatifs, progressifs, etc. Et vous voyez que je suis le spécialiste et je peux vous facturer le prix d'un spécialiste. Je rigole. Dividende inégalitaire. Alors, le dividende inégalitaire, il est indispensable. Pourquoi? Parce que, et le prévoir dans les statuts. Pourquoi? Parce que si vous ne le prévoyez pas dans les statuts,
eh ben, il va falloir, par une décision unanime prise avant la clôture de l'exercice, alors que vous ne connaissez pas encore le montant du bénéfice, ben, il va falloir que vous preniez la décision à l'unanimité avant la clôture de l'exercice. C'est impossible, enfin, ça peut être possible, mais c'est rare. Donc tout ça, c'est prévu dans les statuts. Et la loi et la jurisprudence, alors la loi 1844 du Code civil, L228-11 concernant les actions de préférence, hein, les actions de préférence assorties de droits particuliers de toute nature. Bon, eh bien, d'ailleurs c'est amusant parce que le L228-11 des actions de préférence, à la suite, bon, il peut peut-être créer des actions de préférence, mais ensuite, elle raisonne en des préférences. Oui, on peut priver la moitié des actions du droit de vote, on peut priver patati, on peut priver. Moi, j'ai une vision positive des actions de préférence, et donc je vais renforcer le droit de vote et renforcer le droit financier d'une façon suffisamment souple pour que le dirigeant puisse, vous voyez, par des jeux ici, qui vont assurer, qui sont au service de l'entreprise, assurer la pérennité entre la holding, entre le repreneur, entre le minoritaire, qui peut être aussi associé d'une holding, mais d'une autre holding. Et la jurisprudence autorise, alors la jurisprudence, regardez, toutes les décisions jurisprudentielles, ça en fait beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration fiscale a attaqué les distributions inégalitaires, pour des raisons fiscales. Or, vous voyez bien que, ben oui, évidemment, regardez, c'est clair, mais c'est pour ça que je dis avec mes clients, normalement, on devrait vous donner la Légion d'honneur. Pourquoi? Alors, il y en a qui sont attachés, il y en a qui ne sont pas attachés, c'est un autre sujet. Mais pourquoi la Légion d'honneur? Parce que on participe à la bonne citoyenneté avec des schémas comme cela. Au contraire, je ne suis pas du tout dans l'abus de droit. Au contraire, regardez. Parce que si les parents, chefs d'entreprise, détiennent 1% du capital et que les enfants détiennent 99% du capital, bon, et que je m'attribue, les parents s'attribuent 99%, 90% du dividende, vous voyez bien que, en général, le taux marginal d'imposition des parents est plus élevé que celui des enfants, donc c'est que bénéfice pour l'État. Et deuxième chose, c'est que si les parents se servent des dividendes, et qu'ils ne le consomment pas et qu'ils décèdent, ces dividendes-là, ils rentrent dans la base taxable du droit de mutation à titre gratuit. Alors que là, si je leur verse 99% de dividendes, c'est normal, ils détiennent 99% du capital, ce n'est pas critiquable. Par contre, il y en a qui s'amusent à faire l'inverse. Oui, l'administration fiscale a réagi, forcément. D'ailleurs, elle réagit, regardez toutes les jurisprudences. Elle réagit parce que si les parents détiennent 1% du capital, le plus souvent ils détiennent 99% du capital, oui, puisqu'on ne leur a pas expliqué qu'ils pouvaient donner sans rien donner. Donc ils continuent à penser que le pouvoir, c'est la proportion du capital, les SARL. Oui, mais la SARL c'est quand même mieux, parce que regardez, les charges sociales sur le dividende, c'est quand même... le régime du TNS, c'est plus intéressant que... Voilà, bref. C'est pas là où résident les économies. Regardez, s'ils détiennent 99% du capital, à leur décès, ça va faire mal, d'abord. Et puis, les enfants détiennent 1% du capital, mais ils reçoivent 99% du dividende. Ouais. Et donc là, l'administration fiscale a attaqué. Elle attaque. Oui. Pourquoi? Parce que je ne parle pas de la fiscalité du dividende, que ce soit une société à l'IR ou à l'IS. Mais vous voyez bien qu'en versant un dividende majoré à des enfants qui sont minoritaires en capital, ils détiennent 1% du capital, mais ils reçoivent 99% du dividende, quelque part, vous leur transmettez un patrimoine en franchise de droits de mutation à titre gratuit, de droits de donation, de succession. Alors le dividende peut être taxé comme un revenu, mais je parle sur l'imposition du capital reçu par ces enfants majoritaires en droit financier, mais minoritaires en capital, l'administration fiscale dit constitue une donation indirecte, taxable au droit de mutation. La Cour de cassation, non, il ne peut pas s'agir d'une donation, parce qu'une donation, c'est un bien présent dans le capital. S'agissant d'un dividende, le bien n'est pas présent dans le patrimoine du donateur, donc il peut pas... l'administration fiscale va attaquer sur l'abus de droit pour but principalement fiscal dans ces cas-là. Alors que si vous faites l'inverse,
Non, c'est pas critiquable. Voilà. Donc voici le droit financier, donc liberté statutaire. Donc dans la SARL, on peut prévoir une liberté statutaire pour un dividende inégalitaire entre différentes parts sociales, ou voire entre associés. Il n'y a pas de procédure des avantages particuliers dans la SARL. Non. Pour la société anonyme classique, on peut mettre des actions de préférence, et pour la SAS aussi. Donc, alors, on peut aussi liberté d'affectation des bénéfices en réserve. Voilà, en réserve, vous laissez un report à nouveau. Donc vous voyez bien que, alors il y a une jurisprudence, je me souviens de celle du 31 décembre, non c'est le 31 décembre, c'est répartition égalitaire, mais des usufruitiers, les parents usufruitiers avaient décidé d'affecter les bénéfices en réserve et juste décision derrière de distribuer les réserves aux enfants du propriétaire. L'administration a slacké, donation indirecte, taxable, droit de mutation. Alors, il ne pouvait pas y avoir donation, puisque pour qu'il y ait donation, il y a 3 conditions. Un appauvrissement du donateur, un enrichissement du donateur, puis l'intention libérale. Quoi. Or, quand on affecte la décision d'affectation, à qui appartient les sommes portées en réserve? Il faut être propriétaire du bien pour qu'il y ait qualification de nation, il faut s'appauvrir. Or, comme les réserves appartiennent à la société, donc il n'y a pas d'appauvrissement lorsque l'usufruitier et les parents décident d'affecter en réserve du propriétaire ou d'affecter en réserve qui appartiennent à la société et qui seront distribués au nu propriétaire. Vous voyez bien, tout ça, c'est un jeu de mots, c'est fragile. La Cour a raison dans son raisonnement civil, mais l'administration fiscale, maintenant, a des outils, l'abus de droit, le but principalement fiscal, pour attaquer ces dispositifs. Donc, on a de nombreuses combinaisons possibles. On a des catégories d'actions à droit de vote de préférence, à droit financier de préférence, à droit de vote de préférence, mais à droit financier ordinaire. Ou alors l'inverse, à droit de vote de préférence, mais un droit financier plafond. Voilà toutes les possibilités. Alors, c'est vraiment les cas sont simples, mais je vais peut-être prévoir 5-6 catégories d'actions. Bon, c'est le minimum. Et puis, je vais également, dans certaines situations, accorder au fondateur un droit de veto, surtout s'il a envie de se retirer et un peu écarter un peu les orteils, mais quand même, il a tellement eu l'habitude de travailler, et puis maintenant il s'est dit oui, il faut que je lâche prise pour mes enfants me reprendre, mais quand même, je veux avoir un œil, donc on peut lui accorder un droit de veto sur certaines décisions. Quoi. Mais je vais en tous les cas créer les différentes catégories d'actions, même si je ne les aimais pas. Donc je crée, parce qu'on va le voir pour la procédure des avantages particuliers, la PAP, l'émission d'une nouvelle catégorie d'action, je ne pourrais pas la voter. Donc, pour me donner tous les pouvoirs, j'imagine toutes les catégories d'actions, j'écris qui est susceptible d'avoir le pouvoir de modifier les caractéristiques des préférences. Alors, je donne un exemple. C'est moi, tant que je suis ici, mais vous voyez bien que lorsque je ne serai plus de ce monde, si je laisse les autres, ils vont s'entretuer. Si je laisse des pouvoirs à l'un et pas à l'autre, à moins que ce soit le repreneur. Mais vous voyez bien que si l'un qui seul va décider de modifier les préférences attachées aux catégories d'action, je mets la zizanie. Et si je mets la zizanie, l'entreprise va exploser, c'est sûr. Donc, on va organiser la génération 2, puis la génération 3. Puis, voilà. Et donc, on va créer, on va anticiper tous les problèmes, toutes les difficultés qui peuvent surgir dans les relations entre actionnaires. Et la durée des droits de préférence, donc la préférence ou la dépréférence, des préférences, oui, je vous parle de préférence, donc un droit de vote multiple, un droit financier multiple, je peux mettre des dépréférences. Exemple, je l'ai mise là dans mes derniers statuts, une clause qui dit que dans le cas où une personne viendrait être actionnaire sans l'agrément, et celle-ci supportera 90% des pertes de l'ensemble de la société. Là. En face de moi, j'avais le notaire du client, et puis il me dit « Ouais, mais attendez, personne de toute façon ne peut rentrer avec vos statuts, l'agrément. »
Je dis si, regardez ce qui peut se passer dans certaines situations, notamment la gestion de patrimoine de l'enfant mineur, comment ça se passe. Tiens, le droit de préemption. Si la commune ou le département a un droit de préemption, ou la SAFER a un droit de préemption sur les actions, qu'est-ce qu'il importe? Est-ce que c'est la clause d'agrément ou c'est le droit de préemption? Donc je dis je prévois. Donc, même si le juge dit non, l'agrément ne s'applique pas sur le droit de préemption, j'ai d'autres situations qui peuvent conduire à l'entrée d'un associé indésirable dans la société. Le juge qui représente l'enfant mineur, par exemple, et j'en ai d'autres. Donc, j'écarte. Voilà. Donc, je limite la préférence ou la dépréférence. Pourquoi? Parce que dans le cas où l'enfant devient majeur, il n'y a plus la dépréférence, évidemment. Donc je prévois l'âge ou les 25 ans, à voir. C'est pas parce qu'on est majeur qu'on a toute sa tête et qu'on a la compétence. Donc délai déterminé, déterminable. La limitation temporaire doit être expliquée dans les statuts. Alors, le prix des actions de préférence, là encore, une facilité pour la SAS. Les actions de préférence valent-elles plus cher? Première réflexion, on me dit, notamment les experts comptables, puis j'en ai un particulièrement attaché à ça. Bon, il y a la retraite maintenant, mais je pense qu'il est toujours attaché, même si on regarde. Vos actions de préférence, elles valent beaucoup plus cher que vos actions ordinaires. Évidemment, si ça s'affaire juste son raisonnement, c'est très ennuyeux parce que si mes actions de préférence, mais 1% du capital qui sont valorisées 100 fois plus la valeur que les actions ordinaires détenues par mes enfants, c'est pas bon ça, notamment pour la transmission aux enfants. La base taxable, droit de mutation à titre gratuit, elle sera de 100 chez moi et de 0 pour mes frères et sœurs. Donc c'est pas bon. L'idée c'est d'avoir l'abattement de 75% sur la valeur transmise. Et j'ai beau lui dire, lui répéter que regardez, non, elle ne va pas plus cher. Pourquoi? Parce que j'ai prévu la déchéance des préférences pour toutes ou presque toutes les transmissions. Donc, vous dites que mes préférences font que la valeur de mon action vaut 10 fois plus cher que les actions ordinaires. Mais comme j'ai prévu la déchéance des préférences, dès lors que vous me les achetez, donc vous me les achetez, les préférences deviennent des actions ordinaires. Vous êtes prêts, vous, à me les payer 10 fois plus cher? On me dit, non. Je dis, alors c'est la valeur vénale, non? C'est la valeur du marché. Moi, si vous êtes prêts à me payer 10 fois plus cher des actions ordinaires par rapport à d'autres actions ordinaires, je vous les vends. Non, non, mais... Donc, je dis, non, elles n'ont pas plus de valeur. Donc, il y a intérêt quand même à prévoir tout ça quand même, parce que, on va le voir, une jurisprudence, c'est une jurisprudence Lagardère, si j'ai bonne mémoire, la jurisprudence valide le fait que les actions de préférence, en principe, il faut tenir compte que les actions de préférence valent plus cher que des actions ordinaires. Non. Voilà. La voici, donc c'est le Conseil d'État. En principe, l'absence de différence de valeur doit être justifiée par des circonstances particulières. Donc prévoir, voilà, ce que je vous disais, c'est que dans les statuts, on va prévoir la déchéance des préférences en cas de transmission. Alors, certaines transmissions, pas forcément toutes. Et on a une possibilité encore supplémentaire accordée par le Code de commerce, c'est que les statuts peuvent prévoir les modalités du calcul du prix de rachat des actions, notamment en cas d'exclusion. Ah, tiens, celle-là, superbe la clause. Donc, je ne sais pas si je vous la propose. Donc, voici, oui, c'est la jurisprudence Lagardère. Donc, société avec des actions ou des préférences garantissent la liquidation de la société. Oui. Bon. Donc, il lui fallu, on peut tenir compte des préférences attachées aux actions pour la valorisation. Mais l'administration fiscale, elle n'a pas voulu tenir compte des préférences, du prix correspondant aux préférences, et le Conseil d'État a dit oui, si. Mais c'est pour ça que dans les statuts, je dis que les préférences n'augmentent pas le prix de l'action. C'est la valeur vénale, comme cité tout à l'heure. La valeur vénale,
Si vous voulez acheter mes actions ordinaires, devenues ordinaires, qui deviendront ordinaires 10 fois plus que le prix d'aujourd'hui, bah allez-y, moi je vous les vends. Donc là, on va s'enrichir en dormant. Hein.